Ingénieur agronome, voilà, de l'ULB en 1990, bachelier en philosophie de la même université en 2000, et depuis 1994, il pilote des dispositifs d'économie sociale centrés sur la revalorisation à des fins sociales, économiques et culturelles de sites patrimoniaux. Il est actuellement directeur de Coop Bruxelles et son exposé a pour titre Projet Coop et Maison du Peuple à Anderlecht. Je vous passe la parole. C'était une demi-heure, exactement. Très bien. Parfait. Parfait. Et donc là, c'est simplement ceci. Celui-là pour faire passer les pages. Attendez, logiquement, voilà. Il faut peut-être insister. Attendez, j'ai un peu poussé fort. Alors, il est revenu en arrière. Oh, oh. Voilà. Voilà, donc c'est dans le principe que là, sur le pays là. Passage de lien. Ok, voilà. bien. Ça va. Bien, merci de l'accueil et déjà de l'après-midi extrêmement intéressante. D'autant plus intéressante que vous allez le voir, le métier que je fais d'habitude est, pour le dire de manière un peu triviale, le nez sur le guidon. Hein. Je me reconnaissais plus, même si on ne vient pas du même monde, dans ce que fait M. Putz, que dans un travail de recherche et encore moins d'exposé, que je vais quand même essayer de rendre transférable, c'est-à-dire que je vais essayer de tirer quelques conclusions du travail qu'on mène à Anderlecht depuis une trentaine d'années lié à des sites patrimoniaux. Je vais donc vous proposer un exposé où je vais d'abord vous permettre de contextualiser ce qu'on fait, hein, avec quelques petits films et quelques images, et puis j'essaierai de tirer quelques généralités, et j'essaierai de laisser un peu de temps pour la discussion, parce que je pense que c'est là-dedans, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être plus ajuster et réfléchir ensemble. On a parlé 2 fois du chien vert aujourd'hui. Je crois que Lise y a fait sa première rencontre avec le canal, et M. Putz y a eu sa dernière déconvenue. Hein. Eh bien, en un temps, que les moins de 20 ans, etc., moi j'y suis né au chien vert, enfin dans la rue qui arrive juste là. Et j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est important de dire d'où on parle, ou d'où on veut parler, parce qu'on peut choisir. Hein, moi je suis né à Molenbeek, je suis né dans ces quartiers. Mes parents s'y sont installés en immigrant d'Espagne dans les années 60, tout près du canal. Et ma première image du canal, c'est 8-9 ans, Saint-Nicolas qui arrivait en péniche. Voilà. Alors, pardon ? Non, de Charleroi. Enfin, je pense qu'il avait embarqué un peu plus près que ça. Toujours est-il que pour moi c'est important, cet élément, j'y reviendrai souvent. Ma première relation avec le canal, c'est une relation sociale. C'est un fait social, c'est la Saint-Nicolas. C'est pas les quais du canal, sa matérialité, ça vient peut-être après comme source d'intérêt dans ce qu'on fait. Dire qu'on est du coin, ça expliquera peut-être aussi, surtout s'il y a des questions, la forme de passion, voire parfois de véhémence que je peux mettre à défendre des points de vue, car je défends quelque part des points de vue qui sont ceux de mon village, voilà, hein, qui sont ceux de là où j'habite, je travaille, je suis né, etc. Et c'est d'autant plus vrai, et ça n'est pas anodin, au fur et à mesure qu'on s'intéresse au patrimoine. Je pense qu'une des conséquences premières de l'intérêt pour le patrimoine, si le patrimoine est quelque chose, il est l'héritage, mais pour qu'il y ait un héritage, il faut qu'il y ait un héritier. Le travail sur le patrimoine dans des milieux urbains de quartiers populaires, ça construit aussi un passé aux gens. Et ça, ce n'est pas anodin, mais j'y reviendrai. Avant ça, passons aux choses concrètes et à un déroulé plus matériel. Vous avez là 3 photos des bâtiments dont on s'occupe. Euclide, c'est une ancienne usine textile qui a été construite en 2 moments, dans les années 20 et dans les années en 41, l'inauguration de l'aile, justement, sur laquelle on a mis le sticker, là. Et dans laquelle nous avons en 2000 atterri, après un tout petit bâtiment qu'on louait chaussée de Mons, un peu plus loin à Anderlecht, pour y installer un centre d'entreprise. Voilà. Centre d'entreprise qui a été le premier centre d'entreprise d'économie sociale créé avec des fonds publics en région bruxelloise. Il y en a désormais 8. Le deuxième bâtiment dont je vous parlerai plus longuement et que je vous montrerai plus longuement, c'est la meunerie, l'ancienne meunerie Moulard, ouverte en 1904,
Inutile de dire le plaisir que j'ai eu en arrivant dans une autre meunerie qui est un peu comme la grande sœur de celle-là. Hein, voilà. Meunerie, c'est toujours 2 bâtiments, c'est les mêmes types de configuration. Je dis une autre meunerie car nous sommes dans une meunerie ici. Voilà. Et le 3e bâtiment, donc ça c'est encore un mot sur la meunerie Moulard pour la situer dans le temps. C'est un projet dont on commence à s'occuper en 2005, première note. 2007, demande de financement fonds FEDER régionaux, travaux en 2013 et ouverture en 2017. Je pointe cela aussi parce qu'on a parlé canal, donc on est ici à un moment où cet endroit d'Anderlecht du canal n'était pas sur la carte ni dans les réflexions bruxelloises sur le canal. À l'époque, le canal, c'était au mieux centre-ville, là où se trouve la brasserie Bellevue qu'on a vue tout à l'heure. Depuis lors, ce coin-là est venu dans la discussion et dans le débat public et dans l'intérêt des promoteurs. Mais allez, nous, on est en dehors de cette mode-là. On est là pour d'autres raisons. Et le 3e bâtiment, c'est un bâtiment dont on est en train de s'occuper pour le moment. C'est plus exactement un site. C'est le site de l'ancienne maison du peuple d'Anderlecht, construite pour ce bâtiment-là en 1925 et dont la rénovation devrait commencer début de l'année prochaine. Nous sommes en pleine phase de finalisation des demandes de permis. Voilà. Peut-être pour les non-bruxellois, et je sais qu'il y en a, un tout petit peu de géographie pour voir où on est, même si je crois qu'on l'a fort bien compris suite aux exposés précédents. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Oui. Mais sinon, je peux le décrire. Attendez, en principe. Ah bah voilà, super. Le petit machin là. Très très bien. Au milieu donc. Hein. Oui. Parfait. Alors, le Pentagone, Bruxelles, ça c'est, pour les non-bruxellois, c'est la commune de Bruxelles. Bruxelles 1000, une des 19 communes de la région bruxelloise. Quand on dit que Bruxelles a 1 200 000 habitants, c'est les 19 communes. Et nous sommes ici sur le territoire d'Anderlecht, de Molenbeek, plus haut il y a Schaerbeek. Ces quartiers-là sont les anciens quartiers industriels. C'est-à-dire qu'avant 1830, là, il y a des prairies et une rivière qui coule. J'exagère à peine. Ce n'est pas rien de dire qu'on est en train de parler, dès qu'on parle d'Anderlecht, de 120 000 habitants, 10% de la population de la région bruxelloise. Si on y ajoute les 90 000 de Molenbeek, qui sont pratiquement tous, j'exagère un peu, au bord du canal, on est à 200 000. Si on somme ceux de Schaerbeek et d'autres communes qui ont un lien avec le canal, on est à peu près, et ceux de Bruxelles qui longent le canal, on est à plus de la moitié de la population de la région bruxelloise. Donc nous ne sommes pas dans des territoires vides. On est dans des endroits où les gens vivent et sont de là de différentes manières. Voilà, simplement situer donc le Pentagone, le quartier d'Anderlecht dans lequel nous sommes, qui est le quartier de Kuregem, avec le canal, le site d'Euclide, très proche de la ville de Bruxelles, le site du Coop, avec le canal entre le site du Coop et le site de la maison du peuple. Le quartier de Kuregem, on a vu tout à l'heure une carte de De Waal de 1910 avec les tout gros ateliers, mais il n'y avait sur cette carte que les tout gros ateliers. Ce quartier d'Anderlecht et ce quartier de Molenbeek font de Bruxelles, en 1900, la 3e ville au monde en main-d'œuvre de statut ouvrier, le prolétariat de l'époque. On parle donc aussi non seulement d'un territoire pas vide, mais d'un territoire qui charrie, ou qui porte plutôt, une sérieuse histoire importante et transcendante par rapport à la région. Quelques autres éléments de sites qui sont encore très dynamiques et liés à l'histoire du lieu. Les abattoirs d'Anderlecht, inaugurés en 1904, construction commencée en 1890. 100 000, pour vous donner des faits concrets de territoires non vides, c'est un domaine d'à peu près 10 hectares, 100 000 visiteurs pour les marchés publics tous les week-ends. Voilà. Donc il faut s'imaginer cette ville, non pas seulement avec des images d'architecture et des plans d'eau, mais aussi avec une vraie vie urbaine, des gens qui vont et qui viennent, etc. Ces quartiers sont aussi non seulement les anciens quartiers industriels, mais ce sont aussi, parce que ce sont les quartiers industriels, les quartiers d'immigration. C'est-à-dire que l'immigration à Bruxelles, comme dans la plupart des villes occidentales industrielles, se construit avec de l'immigration. De l'immigration qui vient énormément, un peu comme dans le nord de la France d'ailleurs,
de Flandre de l'Ouest en particulier au début, mais aussi dans les années 10-20, ces quartiers, dans les années 10-20, sont aussi polonais, russes, hongrois, roumains à l'époque, qu'ils ne sont italiens, marocains, espagnols, portugais dans les années 60, ou aujourd'hui de différentes nationalités de partout dans le monde, que ce soit d'Afrique, etc., puisque cette question de l'immigration compte. Voilà pour quelques éléments de territoire, et ce sont aussi, et en particulier ce quartier-ci, les quartiers de plus fortes difficultés sociales, de plus fortes tensions sociales parfois, de la région bruxelloise, taux de chômage dans certains districts statistiques autour de 30%, etc. J'en profite, comme ça je n'oublie pas, pour vous signaler que si ceci est la ligne du canal, vous pouvez me faire confiance. La région bruxelloise ici, ou la région bruxelloise là, sont, du point de vue sociologique, tout à fait identiques. La région bruxelloise ici ou la région bruxelloise là sont de part et d'autre de ce canal tout à fait identiques. Je voulais simplement casser au passage, sans trop insister, tordre le cou à un mythe qui est celui de ce canal qui diviserait Bruxelles en deux. C'est, pour le dire très rapidement, la version courte, c'est que c'est tout simplement faux, que ça ne résiste à aucune analyse statistique sérieuse, que ce soit sur les revenus, sur la taille des logements, sur le délabrement des logements, etc. Après, on pourra s'interroger là-dessus si vous le souhaitez. Oups. Ah, j'ai un petit souci de passage. Voilà. Là, je vais vous envoyer un petit film sur le bâtiment dont je vais vous parler plus longuement, qui est une vue de haut, par drone, du bâtiment de la meunerie Moulard, que nous avons ouverte en 2017, que nous avons ouvert en 2016, après des travaux qui ont duré à peu près 2 ans et demi. Je vous ai dit 2010, un achat par la région, 2013, démarrage de travaux, financement FEDER. C'est une ancienne meunerie. Au moment où la région rachète ce bâtiment pour y mener un projet de rénovation, on ne parle pas encore à ce moment-là de plan canal. Elle est devenue un lieu de stockage de pneus, et nous avons un projet à ce moment-là qui a commencé à germer autour de 2005 pour y installer 2 nouvelles fonctions. D'un côté, un lieu d'accueil d'entreprise, à peu près 3000 m², et d'un autre côté, un centre de découverte des quartiers du canal. Je vous passe le petit film et puis on revient là-dessus. Alors, je vais réussir ma première prouesse technique de la journée. Non, pas comme ça. Pour lancer le film. Le technicien m'a dit que ça marche. Mais c'est peut-être juste moi qui pousse sur la mauvaise touche. Non. C'est pas celui-là? En principe ici, et ça se met en route tout seul. Ah non, là vous avez pas fait la dia. Voilà. Attends un peu, voir si je peux le faire à la main. Et si je clique là-dessus? Là je vais être sur la dia suivante qui me renvoie sur mon site normalement. Oui, là c'est la dia suivante et on est sur mon site internet. Voilà, nous avons... Je peux peut-être essayer une autre touche. On peut revenir en... Attends, mais je crois que notre technicien... Voilà. Francis, peux-tu nous aider? J'en profite pour vous dire alors quelques mots sur la rénovation, comme ça vous avez un peu de temps. Je fais à peu près. Donc la rénovation... Ici, j'aurais peut-être pas dû faire ça. La rénovation, c'est d'abord un projet financé par le Fonds européen de développement régional dans l'axe développement économique. Et dans cet axe développement... C'est vrai, pardon. On a un micro-baladeur là-bas. Ouais, un peu deux là. Il faut l'allumer. Ils sont allumés. Non, un technicien du jour une vie stressée, non, faites ça. Non, allez-y ça. Très bien. Donc c'est une rénovation qui est permise grâce au Fonds de développement régional européen. Donc la programmation
2007-2013 sur la région bruxelloise. Et c'est un investissement au total de 8 millions, dont 6 iront directement à la rénovation architecturale, qui est une rénovation extrêmement lourde, puisque le bâtiment que vous allez voir était devenu une espèce de grand lieu de stockage où il y avait, selon les estimations des uns et des autres, entre 40 et 80 000 pneus entassés de quelqu'un qui était spécialiste de ce métier. On a eu la chance de travailler avec un architecte extrêmement soucieux de patrimoine et qui a poussé très très loin. On passe maintenant le petit film? Oui, allez-y. La vidéo? Oui, Attends. allez-y. Voilà, ça va être très court, mais ça vous permettra au moins de voir de quoi on parle. Est-ce que je peux l'arrêter de temps en temps ou bien il vaut mieux la laisser? Oui, en cliquant là-dessus, D'accord, parfait. avec la souris. Permettez. Est-ce qu'il y a du commentaire? Non, c'est juste comme ça. Voilà. Donc là, vous avez une vue de haut du bâtiment. Ben, vous reconnaissez les deux bâtiments. Une meunerie, c'est toujours deux bâtiments. Une pour élaborer le grain et l'autre pour stocker, comme ici d'ailleurs. Avec une passerelle entre les deux. L'architecte a tenu à maintenir, il a appelé ça du brutalisme. Je pense que les architectes qui sont ici, ça leur dira quelque chose. Moi, je suis agronome, ça me dit moins. Mais voilà, il s'agit en fait de tout laisser en état, de ne pas cacher les signes du temps des différentes utilisations qu'a connues cette meunerie depuis que dans les années 40, fin des années 40, donc après la guerre, on arrête la production de farine, mais qu'on passe avec la famille Moulard, qui en était l'exploitant à d'autres activités. Il s'agissait de laisser toutes les marques présentes. Donc c'est une rénovation très minimaliste. Il s'agit essentiellement... Oui, je vais le... Je vous en prie. Vous inquiétez pas. Il s'agit tout simplement d'amener des techniques et le confort que l'on souhaite. Donc voilà la vue extérieure. Je vais m'arrêter sur un des éléments extrêmement importants de ce bâtiment. C'est la toiture qui a été... Donc on a rajouté un étage. Tout ceci a évidemment été suivi de près par les monuments et sites, etc. C'était un bâtiment non classé, comme la plupart des bâtiments, parfois d'une richesse patrimoniale assourdissante du canal à Bruxelles. Les bâtiments sont très rarement classés, mais les façades étaient sur la liste de sauvegarde, ce qui n'est pas rien. Ça permet déjà au moins d'éviter certains excès. Donc une toiture, et vous devinez là aussi un patio à l'étage inférieur qui en fait récupère sous forme d'un petit bassin d'eau l'ancien lieu de captation des eaux que toute meunerie possède pour des processus de lavage de grains, etc. Je termine la petite vue, comme ça vous en avez une localisation un peu plus précise. Ça va pour le son? Le micro est assez... Oui, très bien. Voilà, les escaliers de secours, très spectaculaires quand ils sont arrivés. Et notre rôle là-dedans, ça a été... Oups, je voudrais avoir cette vue-ci, voilà. Ça, c'est notre vue depuis la toiture. Je vous glisse en passant que cette toiture, outre un lieu extrêmement agréable, est aussi un outil merveilleux pour un centre de découverte des quartiers du canal, puisqu'il nous permet, depuis la toiture, on est au fond de la vallée de la Seine que vous avez vue tout à l'heure, elle nous permet d'expliquer à des petits, à des grands, comment ça fonctionne là où ils vivent, mais aussi comment est-ce que le quartier dans lequel les gens habitent est lié au reste de la ville, les différentes époques dans le logement social, par exemple, les grands bâtiments industriels, tout ça est très visible depuis la toiture. Voilà, et maintenant, clic, et bien, clac, la dia suivante. Voilà. Vous pouvez attendre 30 secondes. Bien, donc je reprends ce que nous faisons dans ce bâtiment. On accueille donc des entreprises. Nous avons une vocation depuis la fin des années 90, quand on a commencé à travailler à Bruxelles, d'accueil d'activités économiques nouvelles dans ces quartiers du canal, dont les indicateurs économiques sont ceux que je vous ai dit. Mais la nouveauté ici, c'est d'avoir partagé avec le groupe avec lequel nous travaillons, qui est le groupe de notre conseil d'administration, qui nous accompagne depuis une trentaine d'années maintenant presque. Nous avons la chance d'avoir un conseil d'administration dont je parlais à M. Putz, puisqu'on y retrouve la Société des abattoirs et marchés d'Anderlecht. C'est une société évidemment non profit, celle dans laquelle nous sommes, mais on y retrouve un gros opérateur qui est vraiment vissé au territoire puisqu'il gère un grand domaine d'abattoirs et marchés. On y retrouve dans ce conseil d'administration le port de Bruxelles,
la commune d'Anderlecht et la région. Mais j'insiste pour dire que ces partenaires se sont rassemblés au fur et à mesure qu'ils ont estimé qu'ils étaient pertinents pour les actions qu'on a menées et qu'ils ont trouvé intéressant d'y rester. C'est-à-dire que ce ne sont pas des équilibres politiques, ce sont vraiment des partenariats avec du pouvoir public, mais constitués autour des compétences nécessaires à l'action. Et lorsqu'en 2005, on est avec notre tout premier bâtiment, le bâtiment Euclide, à un moment de stabilisation, on se dit, et là c'est un élément sur lequel j'ai envie d'insister, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et quand on se dit cela, on a toute fraîche une réflexion qu'on a partagée lors d'une fête avec des voisins qu'on organisait en juin dans le bâtiment, qui était quelqu'un qui nous avait dit, c'est curieux parce que tous les gens que je connais qui ont habité ici, ce ne sont pas les plus beaux quartiers de Bruxelles, hein. Même si certains rêvent d'y construire des marinas, je ne pense pas que c'est un quartier qu'on choisit pour la beauté du cadre, mais la réflexion était quand les gens ont habité ici, quand ils partent, après quelques années, 5, 10, 15 années, parce que souvent les gens qui arrivent là, à habiter dans ces quartiers, sont des gens de fraîche immigration, souvent, pas toujours, il y a des gens qui restent aussi, eh bien, ils ont envie de revenir. Et on est resté là-dessus, on se dit, tiens, c'est qu'il y a quelque chose d'immatériel que nous n'arrivions pas à bien dire, et qui avait sans doute à voir avec ce qui d'habitude lie les gens à un territoire, c'est-à-dire le paysage. On s'est dit, oui, mais c'est un drôle de paysage, car c'est un paysage un peu chaotique de notre point de vue, de vieux bâtiments industriels plus ou moins désaffectés. Qu'est-ce qui lie les gens à un terroir ou à un paysage? Eh bien, les relations qu'ils ont avec les gens du coin. Nous sommes tous du même village. Quand je quitte mon village, j'ai envie de revenir au village. Mais, curieusement, là, nous sommes avec des quartiers qui reflètent le score de 180 nationalités présentes à Bruxelles. Donc on a là des gens qui viennent de partout, et dont on dit souvent que... Quelqu'un a dit tout à l'heure que parfois... je crois que c'est Lise qui a dit ça, je partage cette réflexion, c'est que le tout est plus que la somme des différences. Eh bien, on se disait, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas, au-delà de la différence entre tous ces gens, quand ils partagent ce lieu, quelque chose qu'ils portent ensemble, comme on porte des choses ensemble dans un village. Et on s'est dit, mais bon sang, ça semble bien être quelque chose qu'on appelle un héritage, un patrimoine, peut-être même une culture, etc. Et donc, je vais vous faire une rapide présentation maintenant de comment, dans le nouveau bâtiment Coop, on a décidé de travailler là-dessus. On a alors eu, sur le bâtiment Coop, déjà une sensibilité plus grande par rapport à l'héritage industriel qui était là, ce bâtiment, de le respecter activement, volontairement, peut-être plus que le premier bâtiment, celui d'Euclide, que nous n'avions pas démoli, mais dans lequel nous étions là, dans un vieux bâtiment industriel, parce que c'était une infrastructure intéressante. Et ensuite, nous avons donc construit de toutes pièces un centre de découverte, ce qu'on appellerait en terminologie muséologique un centre d'interprétation, qui est autre chose qu'un musée. Son but, c'est de permettre de décoder pour les visiteurs, en particulier les gens du quartier, c'est quoi le lieu dans lequel ils vivent, comment ça fonctionnait, comment ça fonctionne et comment ça pourrait fonctionner aussi dans l'avenir. L'atterrissage concret dans le bâtiment que vous avez vu de ça, c'est une exposition temporaire que nous avons constituée en interne, 14 étapes, et une grande offre d'ateliers pédagogiques qui sont liés aux 14 thématiques de l'exposition. Cette exposition passe en revue une question, celle de la transformation accélérée de ces quartiers du canal, sur le plan industriel et économique, sur le plan des populations et sur le plan de l'écosystème. C'était merveilleux de voir la coupe des trois vallées, je l'ai photographiée d'ailleurs, puisque nous avons donc tout un exposé sur comment ces quartiers ont évolué dans leur logique économique, sur la question des migrations essentiellement, mais aussi des luttes sociales, et sur la question de l'évolution du paysage de la vallée de la Seine avec un canal et une rivière qui était là, qui n'est plus là, et des quartiers qui se sont installés. Les quartiers que vous avez vus depuis le balcon tout à l'heure, il faut vous dire qu'il y a 150 ans, je ne dis pas de bêtises, 160, c'était des prairies avec une rivière au milieu. Voilà. Je vais peut-être aller alors sur le site internet pour vous donner quelques vues un peu plus pratiques de ce que nous faisons. Donc voilà l'exposition permanente. Je vais prendre le lieu du silo par exemple. Voilà le lieu, tiens, je retrouve d'ailleurs la... Encore 5 minutes, très bien. Je retrouve la peseuse volumétrique de tout à l'heure. Voilà le genre de pièces qui sont exposées.
Et nous avons tout un travail de recherche pour essayer à chacun, lorsqu'il nous visite, que ce soit sur des questions de population, d'environnement ou d'économie, de mieux comprendre comment ces quartiers ont évolué. Je voulais aussi vous montrer quelques espaces, parce que je pense que certains d'entre vous sont aussi plus intéressés par les aspects matériels du lieu. Eh bien, voilà tout à fait à droite l'auditoire qui correspond à celui dans lequel nous sommes. C'est un auditoire qui donne sur le canal. Voilà notre toiture, un autre auditoire que vous avez vu. Vous aurez remarqué aussi les réalisations très simples, la façade à peine nettoyée, tout est resté très très brut, mais avec des espaces extrêmement qualitatifs, techniquement, mais aussi dans leur atmosphère, je dirais, dans leur ambiance. Résultat, c'est le bâtiment de Bruxelles dont l'occupation s'est concrétisée à près de 100% le plus vite, quoi. En un an, on avait rempli nos 3000 mètres carrés d'activité économique. Je vais peut-être passer à la dia suivante. Clix, c'est vous qui le faites? Très bien. Je vais passer celle-là parce que ce n'est pas décisif et sinon on n'aura vraiment pas de temps pour échanger. Voilà. Je vais vous passer une petite vue où je suis très content de vous montrer des gens de ces quartiers, car dans ces quartiers, il n'y a pas que des gens de synthèse, ceux qu'on met généralement sur les plans d'architectes ou sur les... ce sont les ateliers pédagogiques qui viennent compléter l'offre thématique, puisque nous avons un credo là de ce que l'acquisition d'une connaissance sur un territoire se fait mieux si on la matérialise avec de la pédagogie active. Voilà. C'est très bref. Voilà, c'est la séance d'inauguration. Passer quelques passages pour que vous voyez les salles d'exposition aussi. Voilà, je pense que ça va fonctionner comme ça. Voilà, au final, une offre d'ateliers, on a une dizaine d'ateliers différents à peu près pour tous les âges qui doivent permettre, encore une fois, d'incarner les thématiques et surtout pour les jeunes, par passage successif, beaucoup d'écoles, 250 groupes sur une année. Voilà un peu les titres des ateliers, mais ça vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et j'en viens à la page de conclusion, il me reste quelques minutes seulement. Donc, là, je ne vais pas vous passer le film sur la rénovation de la Maison du Peuple, mais simplement vous donner quelques balises opérationnelles que nous voyons de notre travail par rapport aux thématiques d'aujourd'hui. Donc j'ai pointé là les trois bâtiments. On se rend bien compte que dans ce qui nous caractérise, qui est une action sur le patrimoine, mais dans le cadre du développement local. Vous me direz, c'est ce que font les promoteurs aussi ou ce que font les développeurs. J'en conviens, on est sur les mêmes mots. On n'est pas forcément sur les mêmes approches. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'importance du patrimoine dans notre démarche va croissante. On est passé d'une approche un peu fonctionnelle au fil de l'eau dans le premier bâtiment à une approche un peu sur le matériel et sur l'immatériel. Mais avec le projet Maison du Peuple, on se rend bien compte aussi que c'est, une fois qu'on a activé le patrimoine matériel et immatériel avec des acteurs locaux en réseau, cette communauté de patrimoine qui est mieux vue constitue des communautés locales qui sont plus actives, constitue des groupes locaux qui sont plus actifs. À tel point que,
pour le nouveau projet de rénovation du site de la Maison du Peuple. Nous sommes en train de travailler à ce que la Maison du Peuple, qui est quand même c'est un budget d'à peu près 6,5 millions d'euros, soit demain pilotée en partie par des groupes coopératifs constitués par des acteurs locaux. Et à chaque fois, le patrimoine n'est pas un élément externe. Il vient donner de l'âme à quelque chose qui est souvent immatériel, mais qui fait le lien entre ces gens, puisque je le rappelle, ces quartiers sont habités, ce ne sont pas des espaces où on vient simplement réhabiliter des bâtiments vides. Et donc on se rend de plus en plus compte que l'héritage, s'il porte bien son nom, il est porté par des gens qui le sentent ou qui le ressentent, ou qui se l'approprient, qui comprennent. Je vous donne un exemple concret. Le citoyen roumain qui est installé depuis 5 ou 6 ans dans un quartier d'immigration comprend qu'il vient de Roumanie, mais qu'il a affaire au petit-fils de quelqu'un qui est venu de Pologne dans les années 20, mais qu'ils ont un passé commun, même si ce n'est pas le leur. Je ne sais pas si je m'explique, je ne sais pas si c'est compréhensible, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne sont les héritiers directs des bâtiments d'industrie qui sont là, mais c'est chez eux. Et ce sentiment-là, c'est quelque chose qui est à la base de l'idée de patrimoine, parce qu'il n'y a pas de patrimoine sans héritier, mais que c'est aussi un élément qui se travaille. Et désormais, quand on voit ce qui sort de nos ateliers, ce qu'on arrive à faire avec des groupes, on estime que c'est probablement une des données qui nous paraît manquante dans le puzzle du travail sur le patrimoine et de la revitalisation des bâtiments patrimoniaux, c'est que il n'y a pas de patrimoine sans héritier. Et donc, il faut que les héritiers soient associés à ces opérations de rénovation du patrimoine, sans quoi ça restera des gestes, ça restera des taches de couleur sur des plans, pour reprendre une expression qui a été... et les architectes feront de leur mieux, et les urbanistes feront de leur mieux pour expliquer que dans la démarche, il y a aussi l'humain, mais il ne peut pas y avoir l'humain sans l'humain. Un bureau d'architecture qui a postulé pour la rénovation de la Maison du Peuple nous a fourni une formule qui était très belle aussi. Ils nous ont dit, oui, mais avant de rénover la Maison du Peuple, il faut qu'il y ait le peuple. De la même manière, avant de rénover du patrimoine pour des gens, il faut que ce soit du patrimoine, donc que les gens le ressentent comme leur héritage. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu circulaire. Je m'explique, et puis on en viendra certainement à quelques questions pour être peut-être plus clair. C'est quelque chose qui est circulaire dans la mesure où, trop souvent, nous voyons arriver des acteurs de projets publics ou privés qui méconnaissent totalement la réalité historique ou présente de ces territoires et qui agissent comme si c'était des playgrounds, des terrains de jeu. Des terrains de jeu dans lesquels on peut briller sans oublier de dire de temps en temps quand même que le geste urbanistique s'accompagne de volets participatifs. J'arrête parce que j'ai été trop long, mais s'il y a des questions, je serai enchanté. Merci. Donc on va se limiter à 2 questions parce que après on a encore un exposé et je ne voudrais pas qu'on sorte du cadre de l'épure. Donc tu voulais d'abord poser une première question. Oui, revenir sur l'intervention d'Andrés Pulk. Ce qui était frappant, c'était qu'une majorité de bâtiments qui ont été montrés sont d'une affligeante médiocrité architecturale. Et donc, à quoi attribuez-vous ça, en tout cas dans les projets qu'on a vus? Oui. Merci. Merci. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Comme je le disais, il faut remettre ça dans le contexte de la temporalité. Les promoteurs qui sont actifs sur le canal ou le long du canal aujourd'hui font du logement depuis 10 ou 15 ans. Donc jusqu'à 2008-2009, tous ces grands groupes de promotion ne faisaient que du bureau, du retail. En 10 ans, ils ont transformé complètement leur activité pour produire des projets d'une ampleur assez considérable. On a vu, ça varie d'une centaine de logements à parfois 400, 500 logements. Donc des échelles énormes,
et une expérience inexistante. La tour Upside, le bureau d'architecture qui a conçu ce bâtiment, n'avait jamais fait de tour avant. Pareil pour ces grands ensembles de 200 bâtiments. Donc il y a un vecteur d'expérimentation, pour ne pas dire innovation, parce que c'est vraiment de l'expérimentation, mais une expérience peut être... il faut plusieurs expériences pour arriver à un résultat concluant. Et donc il y a un know-how, un savoir-faire qui se construit, mais avec tous les défauts qu'ont ces bâtiments qui présentent. Voilà, pour parler simplement du logement, j'ai aussi évoqué la complexité de toute l'intégration des activités productives au sein des immeubles. C'est évident que les promoteurs sont désemparés, ne savent pas comment faire, ne savent pas ce qu'est une activité productive.